Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 1er novembre 2024. Alors on va faire un petit point sur le pétrole, on verra pas trop les autres matières premières. Également sur les actions, toujours avec les résultats qui arrivent, le CAC 40, les actions françaises et étrangères. Et puis un petit point sur les chiffres aussi aux États-Unis avec du bon et du moins bon qui est arrivé aux États-Unis avec des chiffres peut-être un peu surprenants, notamment sur le marché de l'emploi. Et puis on fera un point aussi sur un secteur qui est appelé probablement à continuer sa progression, c'est l'uranium avec tout ce qui est énergie nucléaire notamment, puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup de pays qui ont des besoins de croissance et pour se développer, l'énergie nucléaire, c'est souvent plutôt intéressant parce que c'est des énergies qui sont assez fortes par rapport à ce qu'on connaît avec l'électricité, l'éolien ou le charbon qui demande des quantités d'infrastructures beaucoup plus importantes. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le pétrole, on l'avait dit, ici sur les 70, c'était une belle zone de rebond, on le voit déjà depuis un moment. Alors une zone intermédiaire, parce qu'on est déjà allé plus bas, notamment 2023. Mais depuis, c'est plutôt autour de ces 70 qui est une zone de rachat, une zone support sur le pétrole. Et donc, ces derniers jours, on a reflirté avec cette zone-là, comme mi-septembre, comme fin septembre, comme fin octobre, on rebondit. Donc, a priori, toujours un pétrole dans le range, autour des 80, 70, voire un peu plus des 80. Mais il n'y a pas, pour l'instant, d'événements marquants qui permettent d'aller au-delà sur un embrasement au Moyen-Orient ou une demande croissante ou en deçà avec une baisse de la demande ou des productions de barils qui augmenteraient peut-être un peu trop. Donc toujours dans un statu quo sur le pétrole, probablement à la fin de l'année, on verra, mais tant que ces niveaux-là tiennent, c'est plutôt toujours un pétrole haut et cher. Voilà. On va regarder donc les indices avec notamment le CAC 40 qui prend 0,8. Et on le voit, beaucoup de vert sur le CAC 40. On a monté aussi aux États-Unis. Les élections bientôt, on en reparlera en début de semaine prochaine. Sur le CAC aussi, on l'avait dit, probablement assez résilient. Il n'y a pas trop de nuages. On a payé un peu cher hier. On a un rebond plutôt logique aujourd'hui. Et sur les chiffres qu'on a. Alors oui, on va parler des chiffres rapidement. Aux États-Unis notamment, en Chine aussi. En Chine, les PMI manufacturiers, Caixin, sont revenus à 50,3, alors qu'on était un tout petit peu en dessous des 50 dernièrement. Donc on voit qu'on a quand même cette confirmation sur la Chine qui arrive déjà à avoir des stimulus, des stimuli intéressants sur son économie, alors que le plan de relance est à peine entré en vigueur. Donc on peut pas, je pense, penser que c'est déjà ce plan de relance-là qui se voit sur les chiffres. Donc c'est-à-dire qu'on a plutôt un marché assez résilient en Chine et qui est sur le point de repartir. Avec les injections de fonds qui vont être faits, ça devrait confirmer. Donc pour moi, c'est plutôt une très bonne chose, ces chiffres-là, pour la suite et notamment la fin d'année. Aux États-Unis, salaire moyen horaire qui est toujours plutôt haut. On attendait plus 0,3 sur le mois. On est à plus 0,4, donc comme dernièrement. Donc encore une force du marché US au niveau de l'emploi et des particuliers. Le chômage à 4,1 comme attendu. PMI, c'est revenu un peu plus négatif, juste sous les 50. Par contre, le chiffre du jour, c'est les créations d'emplois non agricoles qui, là, pour le coup, sont revenus vraiment très faibles. 12 000 créations d'emplois non agricoles par rapport aux 111 000 attendus et aux 254 000. Alors, c'est un chiffre qui a été révisé, 223 000 précédemment. Donc, on voit qu'on est même pas sur les mêmes niveaux. On est 10 fois moins en dessous qu'attendu. Et presque 20 fois moins que ce qu'on a fait le mois dernier. Alors là aussi, ce sera peut-être des chiffres qui seront révisés, mais c'est quand même assez famélique. D'un côté, ça met aussi la pression sur la Fed pour qu'elle continue de baisser ses taux, notamment à la prochaine réunion, et qu'on ait donc un marché action qui permette un accès à l'argent et au loyer de l'argent moins cher pour se refinancer notamment. Donc plutôt bon pour soutenir la croissance, donc à surveiller quand même, mais ça devrait aider aussi les techs qui sont assez
friande de taux plutôt bas sur les grosses variations du CAC. On a la Société Générale qui confirme, hein, on l'avait dit hier avec ce gros gap et puis ce beau chandelier vert, c'était évidemment positif. Elle continue et elle revient sur sa vraie résistance à 27,2, hein, qu'on n'avait pas réussi à aller plus haut. C'était notamment dû à la dissolution qui est arrivée quelques jours après. Alors c'est pas le plus haut historique, hein, on a les 31 ici. Mais on voit que c'est quand même bien positif. Donc si vous êtes rentré récemment, ça peut être intéressant éventuellement de recharger peut-être si on rebaisse. Mais la dynamique est bonne sur la Société Générale. Capgemini au rebond. Alors là, je serais quand même beaucoup moins favorable. Hein, on l'a dit, c'est moche. Donc on est dans du rebond technique. Alors oui, potentiellement, le support ici va faire son office. Alors on ne l'a pas touché encore. Il faut attendre plus de chandeliers, hein, sur Capgemini. Au niveau de ce qui n'a pas marché. Alors il y a eu des chiffres sur les immatriculations sur Renault. Donc le marché auto un peu en correction. Et Renault également, hein, donc, qui perd presque 2%. Mais pour moi, on est toujours... Alors, on est entre deux. On est vraiment sur le fil, hein, sur Renault, parce qu'on voit qu'on a cette trajectoire sur la moyenne à 200 qu'on a cassé notamment début septembre. On revient dessus fin octobre. Et là, on est en échec. Ça peut être inquiétant si on met une dynamique de long terme où on va perdre tous les jours un petit peu. Là, ça peut nous emmener loin. Si on est capable de réagir sur ces niveaux-là, notamment le support, ici, hein, c'était l'ancienne résistance du W, sur les 39,50, c'est cette ligne-là. Si on arrive à réagir sur les 39,50 et qu'on repart, c'est bon. Par contre, si on vient les casser, je pense qu'on peut mettre une dynamique compliquée sur Renault. Donc c'est à surveiller maintenant pour le court terme si on est capable de réagir. Et STM, je crois qu'ils ont donné leurs résultats aussi hier. STM, moyen, forcément, avec des graphes comme ça, il faut attendre plutôt que les gros du secteur repartent à la hausse. STM, ils reviendront, mais ils reviendront un peu moins fort que les autres toujours. Donc toujours plutôt une valeur à oublier tant qu'on n'a pas des gros changements de tendance sur STM. Avant de faire le petit point sur l'uranium, on peut voir quelques valeurs du portefeuille qui semblent intéressantes, notamment Adidas toujours, hein. Ça peut être intéressant de rentrer sur Adidas pour du moyen terme parce qu'on a une fenêtre d'entrée intéressante. On a le gap ici qui a été frôlé, qui a toujours pas été comblé. Que je le mette au bon endroit déjà. Non, il est là sur les 204, donc on est venu le refrôler ici sur les 208. On est en train de tenir, on rebondit sur la moyenne à 200, donc toujours plutôt intéressant. Les indicateurs aussi arrivent sur une fin de consolidation. On a un double échec, mais de ce double échec, on est racheté sur les mêmes niveaux, donc là aussi c'est plutôt toujours favorable. Et je voulais voir aussi Ruby et Rexel. Alors Rexel, moi je suis toujours dessus, une petite ligne, hein, sur Rexel, on voit qu'elle est en train de congestionner, qu'elle est pas loin de partir. Il y a toujours des signaux plutôt intéressants aussi sur l'électrification. Donc avec les chiffres de la Chine, la construction qui est pas loin de repartir aussi, on va le voir avec une autre action tout à l'heure. C'est ce genre de valeur qui peut péter assez fort prochainement. On a toujours le gap, hein, qui existe entre les 22,98 et les 24,25. Donc là, c'est une zone d'accumulation. C'est maintenant qu'il faut acheter pour jouer le plus haut et le retour prochainement. On regarde l'inversion de tendance qui n'a toujours pas eu lieu. Donc c'est là où on aura probablement le signal, hein, quand on va casser ces lignes-là. Pour l'instant, on est toujours dans cette phase de congestion, d'accumulation, mais c'est plutôt intéressant. Ruby, donc oui, il y a eu un profit warning sur Ruby. On revient sur le support. Donc là, c'est ce niveau-là qui doit servir à Ruby à rebondir, éventuellement à rentrer la semaine prochaine, si on arrive à rester au-dessus. Parce qu'on a tout perdu finalement, hein, depuis la belle montée et l'explosion. Ça a été rendu. Alors, profit warning, mais qui n'a pas été... les chiffres, oui, je crois que c'était moins de 10% de révision.
Alors ça reste important, mais c'est pas catastrophique. On a déjà quand même bien baissé sur Ruby. Moi, ça commence à m'intéresser à ce prix-là. On rappelle la rentrée de Bolloré, hein, sur ces niveaux-là, autour des 26, 26-30 par là. La dette qui existe, mais qui n'est pas énorme non plus sur Ruby. Il y a un petit manque de génération de trésorerie. Ça, c'est plutôt le point qui fait mal. Mais sur Ruby, ouais, il faut regarder ça. Et certainement le travail ici, on peut le mettre comme ça, hein, tout le travail qui va être fait ici, qui peut durer des semaines, des mois, et la cassure effective qui nous donnera un signal intéressant ici sur Ruby pour rentrer. Donc là, on a différents niveaux, hein. Pour rentrer, c'est évidemment la cassure de l'oblique court terme de correction ou le support. On est sur un support. Donc voir si lundi, si on casse pas les 22, mettre une première taille de position. Alors on est baissier, hein, sur Ruby. Double échec sur moyenne à 200, on casse derrière, on met un gap baissier. C'est de l'anticipation. C'est à ce stade encore un peu spéculatif, mais on revient quand même sur des niveaux de valorisation super faibles par rapport à la valeur. Mais elle n'a jamais été bien valorisée, Ruby. Mais à prendre quand même, hein. On va pas baisser éternellement. Alors il y a encore un niveau ici sur les 20, peut-être. Mais il faudra voir la réaction. Et puis sur un Rexel, on l'a fait. Sur Valourec. Valourec aussi, on a peut-être un signal intéressant. On est venu enfin casser hier les 14,50 encore. Aujourd'hui, enfin avant-hier. Hier, on confirme, on casse la moyenne à 200. Aujourd'hui, on confirme, alors plus 0,3. On se maintient au-dessus. Il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est-à-dire que si on veut rentrer sur Valourec, on peut. Mais il faudra partir si on a un changement de tendance rapide. C'est-à-dire qu'on a déjà connu ces grosses envolées sur Valourec sur ces niveaux actuels, mais qui ont été revendus par la suite assez vite, assez fortement. Donc là, si on a le même phénomène, on peut rentrer, ressortir avec une perte qui sera minime. Par contre, si on n'a pas justement ces rachats, Valourec peut partir et donc on a un ratio gain-risque qui est largement gagnant. Parce qu'on mettra des stops assez courts. Pourquoi Valourec peut monter? Potentiellement, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus où il est. Alors, Valourec. Il est là. La vente à découvert sur Valourec. Elle est en train de baisser. On est à 8,18. On était à un peu plus de 9 il y a quelques semaines. C'est racheté un petit peu. Alors, un peu trop peu à mon goût, mais petit à petit, on voit que les rachats sur Valourec se font. Donc, il y a moins de ventes à découvert. Ça, c'est la première chose, même si ça reste important, ça va plutôt dans le bon sens. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la trésorerie d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, ils ont déjà investi dans Valourec, qui pourrait peut-être faire une OPA, c'est-à-dire racheter la valeur pour la sortir de la cote. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la trésorerie d'Arcelor à près de 6 milliards. Donc c'est un trésor de guerre important. Ça peut être utile pour racheter, hein, une partie ou la totalité des actions de Valourec. Donc il y a une dimension spéculative en plus qui peut être intéressant pour rentrer sur Valourec. On l'a ici, hein, avec ArcelorMittal qui était déjà rentré en partie et qui pourrait recharger et puis faire une OPA qui ferait exploser le titre. Donc là, ça devient quand même super favorable sur Valourec, toujours en se protégeant probablement, mais de belles chances de performer. Et puis on va voir un peu le secteur de l'uranium. Pourquoi on s'intéresse à l'uranium notamment? Alors on va faire un petit point avant sur tout le secteur avec des statistiques qui sont plus ou moins marquantes. Là on a la production d'énergie nucléaire dans le monde. Avec, on voit, et on va le revoir après, plusieurs pays, plusieurs blocs qui sont majoritaires, et une partie d'autres pays plus ou moins émergents qui commencent à y venir. On a la France, la championne du nucléaire, hein. Si on le rapporte notamment à la population ou à la superficie, c'est encore plus important, parce que la France, qui n'est pas énorme, hein, elle lutte avec des gros blocs
comme les États-Unis et la Chine notamment, et on voit que sa part de nucléaire est beaucoup plus importante, hein, notamment pour la production d'électricité. On est à plus de 60. On est le pays, hein, le plus important. Alors là, c'est juste pour se faire peur, les puissances nucléaires mondiales, avec les nombres d'ogives nucléaires, avec les Russes, hein, 4380, alors ça date du début de l'année. On a les États-Unis, et puis après, on est beaucoup plus bas, hein, avec la Chine autour de 500, et on voit la France qui est déjà là, devant la Grande-Bretagne, hein, 290 pour la France, 225 pour la Grande-Bretagne, l'Inde, etc. Donc, alors ça, c'était pas forcément le plus marquant, mais bon, ça c'était quand même intéressant de voir. Le nombre de réacteurs nucléaires opérationnels selon les pays dans le monde, donc ça date un peu, c'est de 2022, mais ça permet encore d'avoir la photo du nucléaire dans le monde et donc de l'uranium, hein, des besoins en uranium. On a les États-Unis avec près de 93, la France déjà il y a 2 ans sur le podium. Et je crois qu'il s'est fait sortir depuis, notamment par la Chine qui est ici à 53, donc derrière les 56. La Russie toujours 37, le Japon 33. Alors, il faut savoir que le Japon, après Fukushima, ils ont eu quelques soucis et ils essayent un peu pas de sortir entièrement, mais de baisser leur rapport au nucléaire. Ça leur a fait un peu de mal et ils ont plutôt cherché quelque chose. Donc, c'est assez aussi intéressant de voir l'évolution qu'on va avoir sur le nucléaire au Japon, qui va pas être aussi important peut-être que les autres pays. La Corée du Sud, on l'a vu, aussi, c'est une puissance nucléaire en devenir. L'Inde, des pays qui commencent à émerger aussi. Le Canada à 19. L'Ukraine, alors l'Ukraine, ils sont en guerre, donc là aussi, c'est les chiffres qui seront à réviser. Et le Royaume-Uni autour de 12. Le nombre de réacteurs nucléaires en construction maintenant, c'était l'année dernière. Donc pour voir, et on va voir un autre graphe encore plus marquant après, quelle est un peu la force, la vitesse que va prendre et l'importance que va prendre le nucléaire dans le pays. Parce qu'on a déjà eu une base, on l'a vu sur certains gros blocs, mais on a aussi une expansion énorme, notamment de la Chine, on le voit, 21 réacteurs nucléaires en construction en 2023, donc ça va augmenter et la Chine va être probablement le pays avec le plus de nucléaire et le plus de centrales dans un avenir très proche, parce qu'ils ont déjà une base relativement importante et ils ont une dynamique qui là est la plus forte. Et on a l'Inde aussi, ça c'est intéressant de voir l'Inde, hein, à 8 réacteurs, donc là aussi un pays extrêmement important en termes démographiques et qui commence à se mettre au nucléaire. La Turquie, un peu plus surprenant, avec 4, l'Égypte 3, Corée du Sud 3, Russie 3, Bangladesh aussi 3, Japon 2, donc on voit que le Japon est... Alors ils ont déjà une base importante, mais ils vont pas surexploiter leur capacité, Royaume-Uni 2, Ukraine 2, etc. Et on a quelques pays comme ça, on a même des pays européens aussi qui sont pas loin, la Slovaquie là, avec 1 notamment. Les pays principaux consommateurs d'énergie nucléaire, c'était l'année dernière. Donc j'ai pas noté les hexajoules, c'est pas forcément le plus marquant. Ce que je voulais voir, c'était surtout les pays, encore les blocs et l'importance de ces blocs. En premier, vous avez les États-Unis. En deuxième, vous avez la Chine. Et en troisième, on a la France. Donc on voit qu'on consomme énormément de nucléaire en France et qu'on fait partie des gros, notamment des gros blocs avec USA, Chine. Les pays avec le plus de réacteurs nucléaires, et là c'est intéressant, alors ça date de 2021, mais on voit surtout la Chine, hein, qui était derrière, hein, derrière la France, qui sont en passe de passer, alors je crois qu'en 2024 ils sont passés devant, plus 39, donc on voit que la Chine est en train d'exploser, hein, c'est par rapport à 2011, ce nombre de réacteurs nucléaires, donc c'est vraiment pour moi la Chine. En gros, on voit le Japon à moins 39, hein, forcément Fukushima est passé par là, et le Japon, ils sont en train plutôt de se désengager. Alors, il n'est pas à 100%, il y aura toujours quelques centrales, mais c'est pas là, je pense, qu'on aura la croissance la plus intéressante. Et on va le voir après avec les ETF, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette photo sur les pays, parce qu'il faudra certainement se focaliser sur les pays à forte croissance dans le nucléaire. Les États-Unis sont toujours là, mais on voit que par rapport à 2011, ça stagne et ça baisse même d'un petit peu, hein, entre 2011 et 2021. Alors c'est en train de revenir maintenant, on va en reparler avec les graphes, notamment
tout à l'heure, ça repart un peu. Donc on a États-Unis, France, Chine, avec une grosse explosion de la Chine, la Russie toujours, Corée du Sud. Et puis ces pays-là, un peu alors pas en développement ni émergent, mais entre les deux. Corée du Sud, Inde, on voit que c'est en train de progresser aussi. Le Canada qui est toujours là, beaucoup moins que les États-Unis, mais c'est un pays important aussi. Alors là, c'était juste pour faire cocorico, hein. Groupe EDF, premier exploitant nucléaire mondial. Alors c'est peut-être aussi dû au fait que en France, on n'est que EDF pour exploiter le nucléaire. Et dans les autres pays, il y a peut-être plusieurs groupes. Donc forcément, le nombre de gigawatts, il va pas être la totalité de ce qu'on a par pays. Il va y avoir plusieurs groupes qui vont se partager les niveaux. Mais ça montre quand même un peu la puissance d'EDF et la puissance de la France sur le nucléaire. On a ici en Russie Rosatom, China General Nuclear Power Corporation, Korea Electric Power Corporation et Constellation Energy aux États-Unis. Là, pour la production et les réserves de pays, donc 10 pays détiennent plus de 80% des réserves d'uranium. Ça date de 2022. On a l'Australie, et on va voir que l'Australie, qui est une très grosse terre d'uranium, n'est pas forcément exploitée, parce que c'est surtout au Kazakhstan, hein, à près de 8%, où on extrait énormément d'uranium. La Russie, 9,5. Le Canada, c'est une grosse terre aussi à la fois en or, mais sur les métaux, hein, le Canada est toujours un pays minier intéressant sur plein de métaux, notamment l'or, l'argent, palladium, je sais pas, mais l'uranium en tout cas. La Namibie aussi important, un peu le Niger, l'Afrique du Sud, l'Inde. La Chine qui possède 2,8 environ. Alors c'est des estimations évidemment, hein, parce que c'est sur les réserves. Ça c'est les ETF. Alors c'était un ETF qui m'avait été proposé notamment. Et pourquoi je suis pas trop fan de celui-là, bah, c'est justement par sa composition. Alors là, on a les 10 premières pondérations, et on a les pays. Et on voit qu'on a le Japon fortement pondéré, on a ensuite le Canada, les États-Unis, l'Australie, et il n'y a pas un peu ces pays qui sont en train de se développer énormément. Et moi, ça me gêne d'avoir un ETF qui est peut-être un peu trop... Voilà, un peu trop vieillot, un peu trop axé sur ce qui se faisait avant et pas forcément sur ce qu'on a maintenant. Là, j'en ai. Alors, il y en aura d'autres après. Production cumulée d'uranium dans le monde entre 1945 et 2022, c'est pour voir qu'au Kazakhstan, hein, c'est l'exploitation principale. On a ensuite le Canada, les États-Unis, l'Australie. L'Australie qui a des réserves numéro 1, mais on le voit, c'est largement sous-exploité. L'Allemagne, la Russie, l'Afrique du Sud, Niger, Namibie, la République tchèque, la France, l'Ukraine, la Chine et le reste du monde. Répartition de la production mondiale d'uranium en 2021. Et là aussi, c'est marquant. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'était juste pour voir les pourcentages notamment. Et on voit que le Kazakhstan est à 45%. Donc, actuellement, presque la moitié de la production mondiale d'uranium, elle vient du Kazakhstan. Donc, c'est intéressant d'avoir cette donnée-là, d'avoir cette zone géographique-là. Pas forcément pour l'utilisation finale, mais pour la production, c'est l'uranium en numéro 1. Et la Namibie arrive en numéro 2 avec 12%. Mais on voit quand même la surproportion, hein, du Kazakhstan qui est aujourd'hui numéro 1. Et il doit me rester... voilà, il doit me rester 2 ETF. Alors, pas forcément les meilleurs, parce qu'il faudrait, je pense, axer peut-être plus sur la Chine en numéro 1. Essayer d'avoir un ETF Chine, ce serait pas mal. Je rechercherai éventuellement. Ou alors axer aussi sur les pays émergents qu'on a vus, comme l'Inde ou comme la Corée, notamment, qui est en train de se développer au secteur énergétique, et même la France, qui est toujours extrêmement fournie en uranium et en énergie nucléaire. Là, on a celui-là qui me semble un peu meilleur peut-être. Alors, on a Canada, on a Australie également, hein. États-Unis, on a Hong Kong qui peut être intéressant. On voit les différentes variations. Et là, certainement, dans les pondérations, on a 16% sur Kazatomprom. Donc, c'était une action, hein, qui m'avait été proposée, notamment dans l'extraction au Kazakhstan. Ça semble peut-être mieux, cet ETF-là, je trouve. Donc, c'est une idée. On a la notation ici, on en reparlera éventuellement. Et un autre
qui est... ouais, c'est ça, c'est le deuxième, avec une autre pondération où on voit les pays, donc Cameco, on a aussi Kazatomprom, on a différentes valeurs, et on a les pays avec le Canada qui est peut-être un peu surreprésenté, pas forcément celui que je préfère, les États-Unis aussi, mais on a la Corée du Sud et l'Australie. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir, c'est chercher plutôt des ETF sur l'uranium avec les données qui nous intéressent, notamment les données géographiques, comme le Kazakhstan avec Kazatomprom, ou des valeurs plus françaises, Corée, Inde, Chine. Là, je pense qu'on a un potentiel peut-être un peu plus intéressant. Si ça vous intéresse, on en reparlera. Et puis, on parlera des graphes notamment. J'en avais quelques-uns sur l'uranium. Donc là, on voit les principales pondérations sur le premier, le TF Van Eck, hein, qui surperforme un peu le niveau de l'uranium qu'on a ici. Mais c'est pas celle-là, moi, qui je trouve n'ont pas le potentiel le plus fort, hein, parce qu'on est axé un peu sur États-Unis, Canada, éventuellement Japon, avec ici Cameco, Hiashi, Mitsubishi, c'est pareil, c'est Japon, Next Gen, et Sprott Physical, Uranium. Donc c'est ça, c'est essayer de voir les zones géographiques qui semblent les plus pertinentes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Et puis les actions qui vous intéressent toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon trade, à plus!